Bonjour, bienvenue au Max Linder. Écoutez, ça fait plaisir, vous êtes nombreux pour découvrir le film de Jean-Baptiste Toré. C'est vraiment une très bonne chose, cette journée spéciale Michael Cimino. J'ai le plaisir d'avoir donc à mes côtés Marc Collery, le distributeur du film, sous vos applaudissements. Et bien évidemment Jean-Baptiste Toré, sous vos applaudissements également. Donc c'est la deuxième fois que nous accueillons ici Jean-Baptiste, puisque je suis sûre que la plupart d'entre vous étaient là pour la fameuse masterclass avec Michael Mann qui avait été animée par Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, la retranscription ne saurait tarder. Donc, je vous laisse la parole, messieurs, pour présenter cette séance. Moi, je vais faire vite, mais ça me paraît assez important de remercier Claudine et toute l'équipe de Max Linder de proposer ces modules exceptionnels. Je sors de la séance du Camardeur. Je ne sais pas qui va rester pour revoir l'ennemi du dragon. Moi, il y a quelques années, quand j'étais plus petit, j'ai été simple employé ici. J'ai usé mes jeans sur les sièges de cette salle, et c'est un des plus bels écrans de Paris, et cette séance, ça va être unique. Il faut remercier d'être là. Et pourquoi c'est important d'être là? C'est parce que, avec Jean-Baptiste, on se connaît un petit peu. J'avais distribué son premier film qui s'appelle We Bleed. Il y a une séance exceptionnelle, c'est pareil, et le film est pas repassé en salle depuis un moment. Et une séance demain matin à 12h30. Je vous invite vraiment à le voir. C'est un film qui est ici à moi. Si vous aimez ce film, vous aimerez We Bleed. Et pourquoi c'est important de vous dire quelques mots? Parce qu'avec Jean-Baptiste, depuis un an, on pense ce film uniquement pour qu'il vienne et qu'il retrouve le chemin des salles. Comme vous, et il y a beaucoup de films qui sortent. Et ce film, on l'a pensé vraiment pour la salle parce que Cimino, si c'est pas sur un grand écran, ça ne sert à rien. Donc je vous remercie d'être là. Je remercie Claudine, toute l'équipe. Willy qui organise tout, Élise, José qui fait la projection, parce que c'est aussi deux films en 35 mm que vous pouvez découvrir entre le documentaire là, qui date de l'année dernière, c'est Le Camardeur tout à l'heure, et après à 21h10 pour ceux qui restent, La Nuit du Dragon. Et puis aussi je fais un petit remerciement pour Philippe Rouillet qui va animer la rencontre avec Jean-Baptiste juste après le film. Je vous remercie beaucoup d'être là et voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors moi j'ai les mêmes remerciements que Claudine et que Marc, donc je ne vais pas les redire, mais j'en ai un ou deux autres. Il y a le monteur qui est là, Sébastien de Sainte-Croix. Tu t'es, Sébastien? Voilà. Donc on le remercie d'être venu avec sa dulcinée. Et puis il y a Alexandre Berry qui est là quelque part. Il est où, Alex? Il est là-bas, voilà, l'assistant image qui nous a énormément aidé pendant le tournage, qui a aussi souffert avec nous. Et je crois que c'est tout, hein. Laurent n'est pas là? Non. Laurent, c'est le chef-op. Alors, je vais vous dire deux mots, en fait, du film rapidement. Enfin, même pas du film, d'ailleurs, parce que je préférais que vous le découvriez, puis on en parlera après avec Philippe. Et peut-être revenir, en fait, à la genèse du film, qui remonte sans doute au début des années 2010, au moment où, en fait, les cahiers du cinéma, la revue des cahiers du cinéma change d'équipe de direction, et puis ils ont comme ça des idées nouvelles, où ils veulent accueillir des gens qui ont des idées nouvelles, et puis ils me demandent ce que j'aurais envie de faire dans cette nouvelle formule des cahiers. Et moi, il y a quelque chose que j'aime énormément, ce sont les profiles du New Yorker, magazine hebdo américain, qui consacrent parfois 30-35 pages, même plus, à des artistes qui sont des écrivains, des musiciens, des cinéastes. Et ils acceptent l'idée, ils me disent « mais tu penses à qui ?» Et je leur donne 3 noms, dont celui de Michael Cimino. Parce que Michael Cimino est quelqu'un qui, comme beaucoup d'autres cinéastes, mais a quand même compté pour moi, beaucoup. Et voilà, Je Goûte d'enfer fait partie des films qui m'ont structuré, quoi, tout simplement. Et donc une fois que j'ai dit ça, en fait, j'ai pas dit grand-chose, parce que toute la difficulté ensuite va être de retrouver la trace de Michael Cimino, qui au début des années 2010, on est bien avant le moment des festivals, des rétros, où tout le monde invite Michael Cimino. En 2010, il n'intéresse plus personne, il a disparu des radars, donc c'est assez compliqué de retrouver sa trace. Je reparle à plein de gens que je connais, et personne ne sait où il est. Et là, je décide de faire, comme d'habitude avec les Américains, d'aller
chercher les avocats, et je tombe sur une liste de 10-12 avocats de Michael Cimino. Et je les contacte tous, et il y en a un qui me répond et qui me dit, écoutez, si vous voulez contacter Michael Cimino, il faut que vous arriviez à joindre sa productrice, qui s'appelle Joanne Carelli, qui a produit la plupart de ses films, et qui, dans le dispositif Michael Cimino, est quelqu'un d'important. Enfin, c'est même plus que ça, ça a été à la fois sa compagne, sa muse, des idées, et c'est surtout la gardienne du temple. Et donc c'est comme ça que je me retrouve à contacter Joanne Carelli qui me répond, et comme ça pendant quelques mois on va savoir au téléphone, elle habite à New York, et elle me pose des questions sur Michael Cimino, mon projet, ce que j'ai envie de faire. Mais ça dure tellement longtemps, en fait, elle m'appelle en gros tous les 15 jours, pendant quelques mois, que je comprends qu'en fait qu'elle relate à Cimino, qui pour moi reste totalement invisible et silencieux, ce que je lui dis. Et au bout de quelques mois, en fait, j'ai un peu plié boutique. Je me dis, de toute façon, Cimino ne répondra pas. Les rapports avec la presse, avec la critique, ont toujours été très conflictuels pour lui. Il s'est terré depuis longtemps. Il ne tourne pas depuis 95, donc ça fait déjà une quinzaine d'années. Et un jour, je suis à Los Angeles pour complètement autre chose. Et là, j'ai un coup de fil de Joanne Carelli qui me dit, voilà, Michael est prêt pour vous rencontrer. Et c'est comme ça, elle me dit, bon maintenant c'est vous qui avez les cartes en main, soit il accepte de poursuivre l'aventure avec vous ou pas. Et c'est une aventure un peu contraignante, parce que faire un profile, ça veut dire passer 6-7 jours avec quelqu'un et faire 5 ou 6 ou 7 heures d'entretien tous les jours. Donc c'est pas juste boire un pot dans un lobby d'hôtel pour un entretien presse, quoi. Et je vais rencontrer Michael Cimino, et ça se passe mieux que ce que j'imaginais. Et à la fin du repas, en fait, il me demande, bon, quand est-ce qu'on se revoit? Donc je comprends qu'il est d'accord pour suivre le projet, qu'il est prêt à me supporter pendant 8 jours. Et surtout, il me dit immédiatement, et je pense que c'est sans doute ce jour-là, alors que je ne le sais pas encore à l'époque, que le film est né, il me dit, écoutez, on va pas se mettre dans une pizza de Beverly Hills pendant 8 jours, il faut que vous preniez la route avec moi, et voilà, je vais vous emmener dans des endroits qui sont des lieux de tournage, et on va aller précisément de la Californie vers le Colorado, dans un tout petit bled qui s'appelle Montrose, que les amateurs de western connaissent bien, puisque c'est là qu'en 68, Henry Hathaway a tourné $100 pour un shérif, dont les frères Coen feront un remake plus tard, avec John Wayne. Et le type qui va être un peu notre point d'arrivée dans cette espèce de grand voyage, c'est un vieux cow-boy, selon Cimino, le dernier des cow-boys, qui a été la doublure de John Wayne sur le film d'Hathaway, une espèce de gigantesque masse assez impressionnante, avec des genoux en plastique, parce qu'il est tellement tombé de cheval souvent qu'il n'avait plus de genoux. Et donc on va faire ce voyage tous les deux. Et moi, pendant ce voyage, je vais enregistrer, mais de façon très artisanale, avec des dictaphones, des magnétophones, tout ce que Cimino va me raconter. Donc des dizaines d'heures d'enregistrement audio. Je fais l'article quand je rentre pour les cahiers, ça devient un livre 3 ans plus tard. Et il y a 2 ans, la possibilité donc arrive de faire tout simplement un documentaire à l'origine pour la télé, pour Arte, sur Michael Cimino. Et je dois vous avouer que ce qui est compliqué dans ce genre de proposition, c'est qu'on se dit que c'est évident, puisqu'on a tellement travaillé sur Michael Cimino que ça va être facile, et c'est précisément le contraire. C'est-à-dire que comme on n'a pas forcément envie de faire une fiche Wikipédia filmée, enfin un doc télé un peu classique, on se dit, c'est quoi le film, en fait? Où est-ce qu'il est le film là-dedans? Je vois comment faire, en fait, une sorte de reportage, ou de grand supplément DVD, mais le film, c'est quoi? Et il me faut un tout petit peu de temps, et un jour, je me pose cette question toute bête, mais de spectateur, quand j'ai découvert Voyage au bout de l'enfer, quand j'étais ado, mais même enfant tardif, enfin, je suis peut-être toujours un enfant tardif, mais je l'étais il y a déjà longtemps, et je me disais, mais tous les gens qui sont dans la partie du mariage, de Voyage au bout de l'enfer, la partie 1 et la partie 3 du film, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces gens-là, qui étaient aux côtés de De Niro, Walken, Meryl Streep? Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils sont vivants? Et surtout, est-ce qu'ils se souviennent que dans leur petite ville, un grand film hollywoodien a été tourné? Et c'est comme ça que je commence à mener mon enquête. Et la première des choses que je fais, c'est de me dire, bon, il faudrait peut-être que je trouve où se trouve Clairton, la fameuse ville du film, en Pennsylvanie. Et puis je me rends compte que le film n'a pas été tourné à Clairton, et que Clairton, c'est pas en Pennsylvanie. Donc il faut commencer à se dire, mais où se trouve en fait l'endroit qui est tourné Voyage au bout de l'enfer? Et c'est comme ça que je tombe sur un petit bled qui s'appelle Mingo Junction, dans le trou du cul de l'Amérique, tout
près de l'Ohio River, dans l'Ohio, et que c'est là que le film a été tourné. Je vous passe les détails, j'appelle Mingo, allô Mingo, c'est moi, est-ce que vous vous souvenez de ce film, etc. Et puis là, contre toute attente, je me rends compte que les gens que je contacte, et le premier d'entre eux, vous allez voir qui apparaît très vite, c'est celui qui a un t-shirt Top Gun, Jim, non seulement ils se souviennent du tournage du film, certains sont encore vivants, et surtout je comprends que pour cette ville-là, le tournage de Voyage, ça a été un moment mythologique dans leur histoire il y a 40 ans. C'est très important pour eux. Et comme c'est vraiment un bec paumé, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont passées à Mingo Junction qui font que la ville existe au niveau national, grosso modo. Il y a 3 trucs. Il y a Joe Fortunato, que je ne connaissais pas, qui est un joueur de baseball extrêmement célèbre. Tout près de Mingo Junction, il y a un petit bled qui s'appelle Steubenville, où est né Dean Martin, autre petite gloire des lieux. Et puis, le tournage de Voyage au bout de l'enfer, il y a 40 ans. Et à partir de là, je me dis c'est bon, il y a un film à faire véritablement. Donc on a tourné le film au mois de janvier et février 2020, parce que j'avais envie d'un film plutôt hivernal, et on est rentré extrêmement peu de temps avant le confinement. Donc le confinement a été évidemment génial, puisqu'on l'a passé, Sébastien pourra en témoigner, à monter le film. Il y a un regret que j'ai, mais je vous en parlerai après, à cause du confinement, il y a quelqu'un qui aurait dû être dans le film, j'aurais adoré qu'il y soit, mais voilà, ça n'a pas été possible. Écoutez, bonne projection, on se retrouve dans 2h11, et merci d'être venus quand même aussi nombreux, et merci à Claudine. Merci beaucoup.